Mesdemoiselles, Messieurs, deuxième partie de ce cours, les autorisations d'urbanisme. Deuxième partie de ce cours, les autorisations d'urbanisme. Alors, l'existence de tous ces plans et de l'organisation complexe de l'urbanisme réglementaire que l'on a vu dans la première partie du cours n'aurait que peu d'intérêt si elle ne pouvait pas être opposée aux propriétaires. Le législateur a donc décidé de mettre en place un régime attentatoire aux droits des libertés, et spécialement aux droits de propriété, qui est le système des autorisations d'urbanisme. Le moins attentatoire aurait a priori été de laisser faire et de sanctionner a posteriori les cas de non-respect du droit de l'urbanisme. Cette solution, vous le savez, est la règle générale en droit administratif. Elle se heurte cependant, en droit de l'urbanisme, à des considérations pratiques. En effet, si l'immeuble construit était illégal, eh bien, il faudrait a posteriori le détruire. Or, vous le comprenez bien, lorsqu'on fait la balance sur l'atteinte aux droits des propriétés, est-ce que détruire a posteriori l'immeuble illégal n'est pas plus attentatoire aux droits de propriété que de l'interdire a priori? Oui, on peut le dire. Il est moins attentatoire d'interdire en amont une construction que d'obliger à détruire le bien construit en aval. Restent deux possibilités, inégalement elles-mêmes attentatoires aux libertés. La première serait un régime déclaratif. Ce système part en quelque sorte d'un principe de légalité des constructions des administrés, et à chaque fois qu'un administré veut construire, il le déclare en mairie. L'administration, ayant alors la possibilité de considérer qu'il est illégal et là de s'y opposer, par un contrôle a priori. La seconde possibilité est un régime d'autorisation. L'administré doit demander a priori le droit de construire et en obtenant un permis contrôlé en amont par l'administration. De ce fait, il faut considérer que lorsque c'est un permis qui est demandé, a priori, la construction n'a pas le droit d'être faite. Alors attention, derrière cette dernière hypothèse, qui est la plus attentatoire aux droits des libertés, eh bien, il y a la possibilité, en l'absence de réponse de l'administration, d'avoir un refus ou une acceptation qui est opposée. Si c'est l'acceptation qui est le principe, alors on va se rapprocher du régime de la déclaration. Mais si les deux régimes sont proches, ça ne veut pas dire qu'ils sont équivalents. En droit de l'urbanisme, les trois solutions se rencontrent. Tantôt, aucune déclaration n'est à faire et le droit de construire est acquis par principe. Tantôt, la construction est soumise à un régime déclaratoire. Elle est a priori légale, mais il faut le déclarer en mairie qui pourra alors s'opposer, faire une opposition à déclaration. Troisième situation, tantôt encore, eh bien, c'est un régime d'autorisation qui est mis en place, ce régime d'autorisation avec un permis, plus encore. Ces trois types de mesures sont utilisés par le droit de l'urbanisme de manière proportionnée, de manière graduée. Ainsi, comme on le verra, mais pour rendre les choses un peu plus concrètes, une construction de moins de 5 mètres carrés peut être réalisée sans aucune procédure auprès de la personne publique. La commune le plus souvent, le PCI parfois, l'État dans certaines hypothèses. Deuxième situation, lorsqu'il s'agit d'aménager des combles de moins de 20 mètres carrés, eh bien, une simple déclaration en mairie suffira. Et dans certaines hypothèses alors, le maire pourra s'y opposer. Enfin, troisième situation, et vous voyez la gradation arriver, lorsqu'il s'agit de construire une maison individuelle nouvelle, il faudra, dans la quasi-totalité des fois, demander un permis de construire, une véritable autorisation avant le commencement des travaux. On prendra donc le terme de permis dans ce cas-là. Vous voyez, en réalité, selon la taille, selon l'importance de la construction ou du projet en général, eh bien, l'autorisation sera plus attentatoire aux droits de propriété. Le droit de l'urbanisme est aussi marqué par une tendance à la multiplication des autorisations.
Il a connu différentes autorisations à objets distincts dans le temps, et il y a des mouvements de concentration de ces autorisations. Le permis de construire, originellement, est fondé sur la législation de l'alignement, le fait d'obliger les propriétaires à aligner leurs façades sur la route. C'est une loi de 1902 qui l'obligeait. Ce permis, fondé sur l'alignement, s'opposait à une autre autorisation qui consistait à respecter ce qu'on appelait à l'époque les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension, qui sont en quelque sorte les ancêtres de nos PLU, mais, chose amusante, l'autorisation de respecter ces plans ne s'appelait pas permis de construire. Les évolutions postérieures ont été nombreuses et ont conduit le plus souvent à une multiplication des autorisations au sein même du droit de l'urbanisme, sachant que, dans le même temps, les autorisations au titre des autres législations se sont elles-mêmes multipliées. Il suffit de penser au droit de l'environnement pour s'en convaincre. Le droit actuel est relativement récent, il a une quinzaine d'années, un petit peu moins. Il est issu en effet d'une ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et d'un décret d'application du 5 janvier 2007 qui mettent en place tous les deux un régime complètement nouveau. Régime complètement nouveau qui va se traduire dans le code. L'entrée en vigueur après plusieurs reports de ces textes s'est faite au 1er octobre 2007, chose à noter pour bien comprendre les arrêts de cette période-là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de temps entre la loi et le décret, et même entre le 5 janvier et le 1er octobre 2007, moment où le décret était définitif et où il est rentré en vigueur? Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait modifier beaucoup de choses au sein des collectivités. Souvent l'organisation même du service urbanisme, et puis en tout état de cause, il fallait former les fonctionnaires à cette nouvelle réforme. Alors, les objectifs de la réforme de 2005-2007 étaient clairement fixés dans la loi. Le premier objectif était la simplification. Cette simplification est passée par cette ordonnance de 2005 et ce décret de 2007 qui ont conduit à une refonte totale du livre 4 du Code, aussi bien dans sa partie législative que dans sa partie réglementaire. Le livre 4 du Code, vous le savez, ce sont tous les articles L et R 400. Les articles L 400 ont été modifiés par l'ordonnance, les articles R 400 et suivants ont été modifiés par le décret. Donc il ne s'est pas agi d'une réforme cosmétique où l'on rajoute quelques mots de ci de là. Non, il s'est agi d'une refonte totale, on a enlevé les anciens articles et on a complètement réécrit tous les articles L et tous les articles R 400 et suivants. Sur le plan pratique, la réécriture du titre a permis une beaucoup plus grande lisibilité et de regrouper des règles qui étaient parfois éparses, soit au sein de ce titre, soit même ailleurs dans le code de l'urbanisme. Deuxième objectif a été la sécurité juridique. En effet, le législateur voulait permettre aux opérateurs économiques, que sont les constructeurs, et aux particuliers, de ne pas subir les aléas et les retards dus à des demandes incessantes et diverses de documents complémentaires de la part de ceux qui instruisaient les permis. Pour cela, la réforme a énormément sécurisé les choses. Elle a listé le nombre de documents que la mairie pouvait demander, elle a instauré des délais obligatoires de manière à ce qu'un constructeur ou un particulier qui demande un permis sache assez rapidement en combien de temps il obtiendra ce permis. Vous comprenez bien que les investissements de l'investisseur sont bloqués le temps d'attendre le permis, et que par conséquent cela ralentit le logement. Vous comprenez encore mieux peut-être en quoi un particulier qui se retrouve à vouloir construire, et s'il ne sait pas s'il doit attendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant de pouvoir réellement construire, est dans une situation compliquée. On change souvent de maison lorsqu'on attend un enfant, et attendre un enfant dure 9 mois, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de situation temporaire où les activités administratives retardent ces changements de vie. Avant d'envisager le droit actuel des autorisations,
L'analyse des certificats d'urbanisme permet de comprendre l'intérêt d'une sécurisation pour le citoyen. C'est-à-dire que nous allons aborder d'abord dans un chapitre 1 l'information et les certificats d'urbanisme, puis dans un chapitre 2 les autorisations d'urbanisme et les permis de construire, de démolir et d'aménager. Je vous propose de passer tout de suite à un chapitre 1er, l'information et les certificats d'urbanisme. Chapitre 1er, l'information et les certificats d'urbanisme. D'abord, une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'un certificat d'urbanisme? Un certificat d'urbanisme est un acte fourni par l'administration qui permet à un administré demandeur de se voir informé des contraintes d'urbanisme pesant sur son projet et de stabiliser pour 1 an et demi ou plus les dites contraintes. À l'écoute de cette définition, eh bien, vous comprenez que le certificat d'urbanisme a deux rôles. D'abord, le premier, c'est d'informer le citoyen. Lui expliquer, on verra les nuances, il y a 2 types de certificats d'urbanisme, lui expliquer le droit de l'urbanisme qui s'applique sur son terrain. Le deuxième intérêt est de cristalliser pendant un certain temps, 18 mois, éventuellement reportable, la situation juridique qui pèse sur le terrain. C'est-à-dire la possibilité de maintenir les règles en vigueur au moment de la demande du certificat d'urbanisme. Alors, l'usage des certificats d'urbanisme est extrêmement répandu. Il y en a à peu près un demi-million qui sont délivrés chaque année, et ceux qui parmi vous se destinent au métier de notaire auront très souvent recours à ces certificats d'urbanisme. Le législateur a d'ailleurs étendu ces possibilités de certificat d'urbanisme dans le cadre de la mise en place d'une autorisation environnementale unique qui a fusionné plusieurs législations environnementales parce que, comme cela marchait bien en droit de l'urbanisme, eh bien, il a reproduit ce système pour le droit de l'environnement. Aujourd'hui, le certificat d'urbanisme se présente un peu comme un rescrit, c'est-à-dire une demande à l'administration de s'engager sur le droit. Alors non seulement il se ressemble à un rescrit parce qu'il est informatif, mais aussi parce qu'il permet de fixer le droit et qu'il engage l'administration. Après avoir vu les différents certificats d'urbanisme, nous verrons les conditions de son obtention, et puis c'est le régime qui sera envisagé en 3 points, 3 paragraphes. Paragraphe 1er, l'objet des 2 certificats d'urbanisme. Paragraphe 1er, l'objet des 2 certificats d'urbanisme. L'article L410.1 du Code de l'urbanisme, L410.1, laisse entendre qu'il n'y a qu'un seul certificat d'urbanisme, mais dont il existe 2 modalités. L'article nous dit en fonction de la demande présentée. On peut dire aussi qu'il y a 2 types de certificats d'urbanisme possibles. Le premier certificat est au A de l'article L410.1 et le second au B de l'article. Cette façon d'écrire l'article L410-1 par la réforme de 2005-2007 est une bonne chose puisque cela maintient quelque chose qui existait avant, que l'on appelait le permis A et le permis B. Donc la pratique a pu retrouver les certificats A et les certificats B qu'elle utilisait depuis bien longtemps. Ainsi, on distingue le certificat A, dit aussi certificat d'information. C'est ce nom-là qui est choisi par le formulaire CERFA de demande. On dit aussi certificat neutre ou certificat informatif. Ce certificat est distingué du certificat B, dit aussi opérationnel, en considérant qu'il s'agit de 2 types de certificats distincts. Je vous propose de les voir. Grand A, les certificats neutres ou A. Grand A, les certificats neutres ou A. Aujourd'hui, le certificat informatif se contente, au terme de l'article L410.1a, d'indiquer, je cite, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives aux droits de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain. Les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives aux droits de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain.
Qu'est-ce que c'est que ces différents éléments? D'abord, les dispositions d'urbanisme applicables au terrain. Ces dispositions recouvrent l'ensemble des plans et documents qui s'appliquent au terrain en question, du haut en bas de la hiérarchie des normes, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce cours. Pourtant, le contenu du certificat ne sera pas toujours issu de l'ensemble de ces normes. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'application de la règle de la compatibilité limitée que nous avons expliquée. Alors, que doit contenir ce certificat A? D'abord, il contient les règles du SCOT et celles du PLU ou du RNU quand il n'y a pas de PLU. Il indique aussi le fait de savoir si le terrain est ou n'est pas dans un périmètre de préemption. Mais en revanche, il ne indique pas le fait de savoir si les réseaux qui existent autour du terrain ou les autres équipements publics sont construits. Alors que, vous le savez, savoir si les réseaux existent est un élément essentiel du fait d'avoir ou de ne pas avoir un permis. Cette indication des réseaux et des équipements publics est en effet, on le verra, réservée au certificat B ou opérationnel. Ce certificat A peut aussi contenir des informations sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les fameuses ICPE, qui sont situées à proximité du terrain visé par le certificat. Deuxième élément que doit contenir le certificat A, il doit préciser les limites administratives au droit de propriété. Cette notion regroupe un certain nombre de législations autres que celles directement rattachées au droit de l'urbanisme. Par exemple, le certificat va indiquer la situation du bien au regard de la législation relative aux monuments historiques, issue du Code du patrimoine. Mais, nous a dit la jurisprudence, le certificat A ne doit pas indiquer l'existence de servitudes de droit privé qui pourraient grever le fonds. La jurisprudence a été claire, notamment dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 2001, M. Couderc, C-O-U-D-E-R-C, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 décembre 2001, M. Couderc, C-O-U-D-E-R-C, numéro 97 LY 00 667. 97 LY 00 667. Troisième élément contenu dans ce certificat A, c'est la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. La liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. Alors, le certificat indique ces taxes et participations. Attention, les exigences ne sont pas très précises. Il ne faut pas rentrer dans le détail de ces taxes et participations. Seule la liste de ces taxes et participations est exigée, c'est ce que nous dit l'article A410-4 du Code de l'urbanisme, article A410-4, et il ne saurait en aucun cas être donné à celui qui demande le certificat A ni la quotité, ni l'assiette de ces taxes et de ces participations, puisque, au fond, le projet n'est pas du tout déterminé. C'est une information générale sur le bien, une information générale sur le terrain. Cependant, le Conseil d'État a jugé que l'omission d'une taxe légalement applicable dans le certificat d'urbanisme ne faisait pas obstacle à l'exigibilité de cette taxe au moment de construire. Au fond, si quelqu'un a été mal informé par son certificat A, cela ne lui permettra pas de ne pas payer la taxe en question. C'est ce que dit le Conseil d'État. Dans quel arrêt? Dans un arrêt du 22 janvier 2010, Conseil d'État, 22 janvier 2010, commune de la Foix-Monjault, Foye-M-O-N-J-A-U-L-T, commune de la Foix-Monjault, 22 janvier 2010, numéro 312 425. Voilà pour ce qui est des certificats A. Passons maintenant à un grand B, les certificats opérationnels ou B. Grand B, les certificats opérationnels ou certificats B. Quel est le contenu de ce certificat B? Premier point important, les certificats opérationnels doivent contenir tous les éléments que nous venons de citer pour les certificats neutres. Donc, dès le départ, il y a au moins les mêmes informations que les certificats neutres. À cela, bien entendu, s'ajoutent d'autres éléments plus opérationnels. En effet,
L'article L410-1, petit b, ajoute le fait d'indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande. En effet, lorsqu'on demande un certificat B, on va préciser quel est le projet que l'on veut effectuer sur le terrain. Et donc, le certificat va répondre à la question de savoir si le terrain peut ou ne peut pas être utilisé pour l'opération précisée. Ainsi, c'est pour cette raison que le certificat B va préciser l'état des équipements publics existants ou même de ceux qui sont prévus. L'autorité administrative doit donc effectuer un contrôle in concreto du projet, regarder effectivement quels sont les réseaux qui existent, quels sont les équipements publics de la zone, et ensuite estimer si l'état de ces équipements publics et de ces réseaux est suffisant pour potentiellement permettre la réalisation du projet. Cela étant, il ne faut pas forcément penser que nous sommes dans une analyse très précise. En effet, les renseignements que donne le certificat B sont relativement larges. L'article R410-13 précise d'ailleurs que cela ne vise que des éléments assez flous. D'abord, la demande de certificat B ne va contenir qu'une localisation approximative due au des bâtiments sur l'unité foncière. Donc, la réponse dans le certificat B ne peut pas répondre précisément à une question, alors même que les renseignements donnés ne sont pas eux-mêmes précis. Ensuite, n'est demandé au moment de la demande de certificat qu'une appréhension approximative de la destination, de la sous-destination du bien. Donc là encore, on ne peut pas répondre sur la question de l'adéquation de la destination au terrain et aux prescriptions d'urbanisme. Un certificat opérationnel ne donne pas un résultat neutre et purement informatif. Le certificat opérationnel va prendre position sur le projet. 3 types de positions sont possibles au sein du certificat neutre. D'abord, une réponse positive. Le certificat constate que, au vu des éléments qu'il a en sa possession, au vu de la demande, eh bien, le certificat est positif, le projet envisagé est possible. Deuxième solution, la réponse va être une réponse positive avec prescription. C'est une nouveauté de la réforme 2005-2007, cette situation n'existait pas auparavant, et ça a rendu plus réaliste, plus concret les certificats d'urbanisme, plus utiles aux opérateurs économiques et aux familles. En effet, auparavant, lorsqu'il y avait un élément douteux sur la possibilité de faire le projet, l'administration était obligée de répondre « Non, je ne vous donne pas le certificat positif, a priori, votre projet n'est pas possible. » Parfois pour des détails, ou pour des choses régularisables, ou qui dépendront effectivement de ce qu'il y aura plus précisément dans le projet. Dans ce cas-là, aujourd'hui, l'administration va répondre par un certificat positif avec prescription. Ce certificat va préciser, par exemple, oui, c'est positif si vous ne construisez que ça, si vous faites bien attention à l'emplacement sur le terrain, si. Voilà. La troisième possibilité de réponse du certificat opérationnel est une réponse négative. Non, le projet que vous me présentez n'est pas possible en l'état actuel du droit de l'urbanisme. En application d'un principe général de motivation des actes négatifs en droit administratif, eh bien, il faudra motiver ces certificats d'urbanisme non seulement quand ils sont négatifs, mais aussi quand ils sont positifs avec prescription. Il faudra motiver les prescriptions en question. Le certificat d'urbanisme préopérationnel est, dans sa rédaction actuelle, assez proche d'un pré-permis de construire. Et certains diraient, mais alors est-ce qu'on peut dire que c'est une anticipation de l'instruction du permis de construire qui sera demandée? La situation est un petit peu délicate. D'un côté, en imposant que la demande de certificat contienne de nombreuses précisions sur le projet qui est attendu, le texte laisse à l'administration la possibilité de prendre une position. En plus, vous l'avez vu, il y a une analyse de l'état actuel des réseaux en amont, qui se pose elle aussi lorsqu'on pose un permis. Donc, par ces aspects-là, on peut dire que oui, il y a une sorte de pré-instruction du permis qui laisserait entendre que cela engage un peu l'administration. Mais d'un autre côté,
ça n'est pas le cas. En effet, les PLU, comme le RNU, vous le savez, contiennent des règles permissives, c'est-à-dire qui laissent à l'administration, au moment où elle accorde le permis ou elle le refuse, une certaine marge de manœuvre. Elle peut estimer que ça n'est pas suffisant. Elle peut estimer que cela ne va pas lorsque le texte lui-même lui dit l'administration peut refuser pour telle et telle raison. Alors, dans ce cas-là, eh bien, le fait d'avoir un projet qui n'est pas parfaitement établi, parfaitement abouti, ne permet pas de comparer un certificat d'urbanisme opérationnel à une pré-demande de permis de construire. Les certificats positifs avec prescription, notamment, ne sont pas des pré-demandes de permis de construire. Passons maintenant à un paragraphe 2, la procédure d'obtention des certificats d'urbanisme. Paragraphe 2, la procédure d'obtention des certificats d'urbanisme. Quant à les conditions de la demande des certificats d'urbanisme. Quant à les conditions de la demande des certificats d'urbanisme. La question peut se poser d'abord de savoir qui sont les demandeurs. Qui peut demander un certificat d'urbanisme? La logique voudrait évidemment qu'au moins les propriétaires des terrains puissent demander un certificat d'urbanisme. Et c'est le cas. Cependant, ce n'est pas seulement eux qui peuvent demander un certificat d'urbanisme. D'autres personnes se voient ouvert la possibilité de demander certificat. En réalité, tout citoyen peut le demander. Pourquoi est-ce qu'un citoyen, un autre habitant de la commune, ou même un autre habitant d'ailleurs, voudrait demander un certificat d'urbanisme? Eh bien, d'abord, ça peut être le cas du voisin, ou du voisin potentiel, celui qui envisage d'acheter le terrain d'à côté. Parce qu'il veut connaître, par exemple, le risque de voir la construction d'une maison ou d'un immeuble à côté du terrain qu'il voudrait envisager d'acheter. Donc, le risque de se dire j'ai une belle vue, par exemple, et je me retrouve face à un terrain où potentiellement la vue serait gâchée par l'usage du terrain d'à côté, eh bien je vais demander un certificat d'urbanisme pour m'assurer qu'on ne peut pas construire ou qu'on ne peut pas construire assez haut pour me gâcher la vue à côté de chez moi. Ça peut être aussi une personne cherchant à acheter un bien, qui, au moment de l'achat potentiel, va demander un certificat d'urbanisme pour savoir si, oui ou non, eh bien, il y a encore des possibilités de construire sur ce terrain ou de ce qu'il pourrait envisager comme agrandissement. C'est aussi le cas, j'en parlais tout à l'heure, des notaires. Les notaires vont demander des certificats d'urbanisme, notamment avant d'estimer le prix d'un terrain, ou lors d'une vente, ou lors d'une succession. En effet, selon que le terrain est constructible ou ne l'est pas, vous comprenez bien que la valeur de celui-ci n'est pas du tout la même. De la même manière, selon que ce terrain est très constructible ou peu constructible, eh bien, il aura encore une valeur différente et le notaire va utiliser ses certificats d'urbanisme pour avoir une grande partie de ces éléments. Est-ce que c'est toujours indispensable? Non, vous le savez. On peut aller sur Géoportail, regarder le droit applicable au terrain. Mais il faut reconnaître que, notamment lorsqu'une opération un peu précise est prévue, eh bien, avoir un certificat d'urbanisme opérationnel ou un engagement peut être intéressant. On verra aussi que là où c'est intéressant, c'est la cristallisation du droit. Et c'est pour cela que le notaire va plus spécialement demander un certificat alors qu'il a les capacités juridiques, techniques de vérifier le droit de l'urbanisme applicable au terrain. Alors ensuite, que contient cette demande? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir un certificat d'urbanisme? La demande de certificat est faite sur un de ces fameux formulaires CERFA. Vous savez, ce sont les formulaires que vous remplissez un peu marron lorsque vous allez chez le médecin et que vous avez oublié votre carte vitale. Le CERFA est un organisme dont le travail est de simplifier les formulaires pour avoir le plus de cases à cocher possible, un formulaire simple mais qui respecte parfaitement le droit applicable. Et donc il y a un formulaire CERFA, le numéro 13410 étoile 04 aujourd'hui, pour demander un certificat d'urbanisme. Vous voyez, les choses sont simples. Ce CERFA est donc normalisé et contient l'intégralité des dispositions prévues aux articles R et A 410-1 et suivants. Alors ce document va être très facile à trouver sur Internet
et cela va sans dire dans les mairies ou dans les DDT. Il contient notamment des informations sur le demandeur et sur le terrain, sa localisation, sa superficie, ses références cadastrales notamment. Évidemment, les renseignements à indiquer dans ce document CERFAS sont différents selon que vous demandez un certificat d'urbanisme A ou un certificat d'urbanisme B, certificat d'urbanisme d'information, certificat d'urbanisme d'information ou certificat d'urbanisme opérationnel. Pour les certificats A, il suffit d'ajouter un plan de situation du terrain. Pour les certificats B, les renseignements sont évidemment plus complets. L'article A410.1 alinéa 2 exige une note descriptive succincte de l'opération qui indique notamment l'objet du projet envisagé, sa destination, la localisation approximative des bâtiments et le plan du terrain qui est exigé lorsqu'il existe déjà une construction dessus. Donc voilà, vous le voyez, une demande, le contenu d'une demande qui est relativement simple et normalisée dans un document CERFA. Grand B, l'instruction et la délivrance des certificats d'urbanisme. Grand B, l'instruction et la délivrance des certificats d'urbanisme. L'article R410.3 du Code de l'urbanisme précise que la demande de certificat est adressée au maire de la commune sur lequel le terrain est situé. Cela apparaît comme neutre quand on regarde, mais en réalité, cela met en place un guichet unique. Même lorsque l'instruction de certificat, comme l'instruction des différents permis, se fait par quelqu'un d'autre que la commune. Vous savez que l'instruction peut se faire par un EPCI, qui aura la compétence sur les permis et sur les certificats. Elle peut aussi se faire par l'État ou même de temps en temps par l'agence départementale qui apporte son aide technique aux différentes petites communes qui n'ont pas de services suffisants. Quelle que soit la personne qui va instruire le certificat, en réalité, il y a un guichet unique. Vous demandez, en déposant le dossier, à la mairie qui sert de guichet unique. En fait, pour le dire simplement, la décision administrative qu'est le certificat d'urbanisme est prise par la même autorité que celle qui va accorder les permis. Sur le plan formel, le certificat doit préciser les conditions dans lesquelles il devient exécutoire, comme cela se fait souvent au titre du Code des relations entre le public et l'administration. C'est l'article R410-18 du Code de l'urbanisme qui le précise. Il y a des certificats explicites et des certificats tacites, et la réforme issue du décret de janvier 2007 a apporté cette innovation. Auparavant, les certificats tacites n'existaient pas. Là encore, on note un parallèle avec ce qu'on verra plus tard par le permis qui lui aussi peut être tacite. Le délai de délivrance des certificats d'urbanisme sont classiques. C'est 1 mois pour le A et 2 mois pour le B. C'est ce que nous disent les articles R410.9 et 10 du Code de l'urbanisme. 1 mois pour le A, 2 mois pour le B. C'est le temps pour l'administration d'instruire, d'analyser la situation et de répondre. À l'issue de ce délai, le certificat est accordé tacitement. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir eu votre récépissé au moment où vous faites votre demande vous donne une date qui vous permet 1 mois plus tard, 1 mois franc plus tard, d'avoir effectivement un certificat alors que vous n'avez rien reçu. On voit là une marque du législateur de sécuriser les autorisations d'urbanisme. Alors vous allez me dire, n'est-ce pas un peu idiot, à un moment où on demande des renseignements, d'avoir des renseignements tacites? C'est-à-dire qu'en réalité, on ne vous a rien répondu du tout sur ni la situation du terrain si vous demandez un certificat A, ni la possibilité de faire votre opération si vous demandez un certificat B, mais vous avez un acte vous disant que c'est bon, vous avez votre certificat tacite. En réalité, ça n'est pas tellement pour l'aspect informatif qu'il y a des certificats tacites, mais bien pour la cristallisation du droit. En effet, on va le voir juste maintenant, lorsque le droit est cristallisé, le fait pour l'administration d'attendre aurait pu vous empêcher de cristalliser le droit qui aurait dû être celui qui s'applique à vous. Et certaines administrations exagéraient en ne répondant pas en attendant la modification du droit applicable pour le cristalliser. Avec certificat tacite, ça n'est plus possible, c'est bien au bout d'1 mois ou 2 mois que le droit est effectivement
cristallisé. Cela intéresse beaucoup les gens lorsqu'il y a une modification attendue du PLU. Voyons justement les effets et le contentieux des certificats d'urbanisme. Paragraphe 3. Les effets et le contentieux des certificats d'urbanisme. Quant à les effets du certificat d'urbanisme. Grand A, les effets du certificat d'urbanisme. Il y a en réalité un double effet. Le premier effet est historique. Cet effet historique est que les certificats d'urbanisme fournissent un ensemble de renseignements qui portent sur le terrain en fonction de la demande. Ce seul effet, il faut être objectif, n'aurait pas beaucoup de raisons de faire de ce certificat un acte créateur de droit. Et comme il ne serait pas créateur de droit, il n'impliquerait pas donc que ce certificat d'urbanisme soit un acte administratif. Il n'y aurait qu'un renseignement donné par l'administration. Mais le certificat d'urbanisme est bien un acte administratif créateur de droit. Alors pourquoi? Eh bien surtout à cause du deuxième effet. Le deuxième effet est beaucoup plus important. Il produit des effets de droit véritablement. Dans l'obtention d'un certificat d'urbanisme, c'est l'idée qu'il y a un droit au maintien des dispositions d'urbanisme pendant une période de 18 mois. C'est l'article L410.1 du Code de l'urbanisme qui fixe cette idée qu'il y a une cristallisation, un maintien des règles de droit au moment de la demande du certificat pendant 18 mois. Cela s'étend de plus aux limitations administratives au droit de propriété, aux taxes et éventuellement à l'avis sur le projet soumis. C'est l'ensemble du contenu du certificat d'urbanisme qui est cristallisé pendant 18 mois. Le fait que l'ensemble du certificat soit cristallisé a été confirmé par le juge administratif dans un arrêt du 11 octobre 2017, Rousseau contre Commune du Palais, PA2LET. Conseil d'État, 11 octobre 2017, Rousseau contre Commune du Palais. C'est ce qui a conduit, depuis bien longtemps, le juge administratif à considérer que tout certificat d'urbanisme était un acte faisant grief et partant susceptible de recours. La décision est ancienne pour le droit d'urbanisme. Conseil d'État, 29 juin 1977, ministre de l'Équipement contre Renault. 29 juin 1977, ministre de l'Équipement contre Renault, RENAUD numéro 05 520. La stabilisation des renseignements contenus dans le certificat opérationnel, certificat B, pose des problèmes supplémentaires. D'abord, l'étendue de ce qui est contrôlé par le certificat ne permet pas de garantir que le permis sera, quoi qu'il arrive, accordé. Les certificats ne sont en effet positifs qu'en ce qu'ils fixent la localisation approximative et même la destination et sous-destination. Ils ne donnent que les modalités de desserte par les équipements publics existants ou à venir. Tous les mots que je viens de vous citer sont ceux de l'article R410-13. Mais, lorsque le permis est lui-même demandé, eh bien, l'analyse de ces éléments est refaite. Et par conséquent, cette analyse concrète au vu du projet peut malgré tout changer la solution. Pour le dire simplement, on peut avoir eu un certificat d'urbanisme opérationnel positif et en réalité se voir refuser le permis. Cela existe, ne serait-ce que parce que l'endroit où vous avez mis votre bien ou la destination que vous lui accordez à la fin ne correspond pas même aux règles d'urbanisme telles qu'elles ont été cristallisées dans le certificat d'urbanisme. L'autre question théorique et pratique concernant les certificats opérationnels B concerne ceux qui sont négatifs. L'interrogation porte sur le fait de savoir si un certificat négatif cristallise ou pas les droits. En effet, les certificats négatifs pourraient être considérés comme ne créant pas de droits, puisque justement, ils estiment que la construction envisagée ne peut a priori pas être réalisée. En réalité, c'est mal comprendre la notion de créateur de droit en droit administratif. Créateur de droit, cela veut dire modifiant la situation juridique. Or, lorsqu'un administré se voit opposer un certificat négatif, sa situation juridique passe de n'ayant pas de certificat d'urbanisme à
ayant une réponse négative de la part de l'administration. Donc, on peut considérer que sa situation juridique a été modifiée et que donc le certificat négatif, le certificat opérationnel négatif, est un acte créateur de droit. La solution a été reconnue d'ailleurs par le Conseil d'État. Dans un arrêt relativement récent de 2017, Conseil d'État, 18 décembre 2017, d'Anglo contre commune de Lambre-les-Doués. D'Anglo, D-A-N-G-L-O-T, contre commune de Lambre, L-A-M-B-R-E-S, les, L-E-Z, Douai, D-O-U-A-I, numéro 380-438. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a considéré que la cristallisation du droit applicable au moment du certificat était acquise, je cite, quel que soit son contenu et que, par conséquent, un certificat négatif avait donc un effet créateur de droit. Cette stabilisation du droit applicable au moment de l'octroi du certificat a un effet sur 18 mois, c'est ce que nous dit l'article L410.1, sachant que ce certificat peut être prorogé. Il l'est par période d'une année, plusieurs fois s'il le faut, et donc en réalité on peut avoir quasiment 3 ans et demi, 4 ans et demi de certificat d'urbanisme, et sur demande du bénéficiaire du premier certificat, 2 mois au moins avant l'expiration de son délai de validité. Donc vous avez un certificat d'urbanisme, vous n'attendez pas les 18 mois, avant le 16e mois du certificat d'urbanisme, vous pouvez demander une prorogation de celui-ci pour 1 an et encore une fois 2 mois avant la fin de ce second, vous pouvez de nouveau demander une prorogation. Le texte de l'article L410.1 pose cependant une limite à la stabilité obtenue par les certificats d'urbanisme. En effet, la stabilisation des règles ne s'étend pas, je cite, aux dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Soyons très concrets. Cela renvoie par exemple au plan de prévention des risques. Le certificat d'urbanisme ne stabilise pas les règles de police administrative autres que la police purement urbanistique. Et c'est logique. Si une zone est devenue inconstructible, parce qu'en réalité elle est devenue inondable à cause d'un PPRI, un plan de prévention des risques inondation. Le plan de prévention des risques inondation a rendu une zone complètement inondable. Et vous aviez obtenu avant un certificat d'urbanisme positif pour construire votre maison. Pour éviter des catastrophes comme celle de la Faute-sur-Mer, où des gens sont morts coincés dans des maisons illégales justement parce qu'il y avait des risques d'inondation, eh bien pour éviter cela, même si vous avez un certificat d'urbanisme positif qui a cristallisé le droit, eh bien vous ne pourrez pas construire si entre-temps un plan de prévention des risques inondation est arrivé. Ce qui est valable avec les plans de prévention des risques est applicable plus généralement à toutes les dispositions de police administrative autres que purement urbanistiques. On le comprend aisément. Attention, en cas de recours contentieux contre un permis, cela n'étend pas le délai de validité du certificat d'urbanisme. Vous avez un certificat d'urbanisme, il y a un recours contre ce certificat, eh bien, ce recours ne permet pas de prolonger le certificat. Pourquoi je précise cela? Parce que, nous le verrons, à l'inverse, lorsqu'il y a un permis qui vous a été accordé, eh bien, ce permis, sa durée de validité est étendue en cas de contentieux. C'était un des apports de la réforme de 2005-2007. Il n'a pas été étendu au certificat, c'est-à-dire que le certificat lui-même est reportable, souvenez-vous, en demandant 2 mois avant la fin une prorogation de 1 an. Et donc, comme on peut proroger le certificat d'urbanisme, eh bien, le texte n'a pas jugé nécessaire de suspendre le délai, le temps d'un recours contentieux. Donc attention, en cas de recours contentieux, il faudra bien penser à faire proroger son certificat d'urbanisme de manière à pouvoir l'utiliser à la fin du recours contentieux qui, vous le savez, peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans selon la durée des recours différents. Passons maintenant à un grand B, le contentieux des certificats d'urbanisme. Grand B, le contentieux des certificats d'urbanisme. Les certificats d'urbanisme sont des actes créateurs de droit. Il peut donc engager la responsabilité de l'administration envers celui à qui il a été délivré. Il s'agit bien entendu cependant d'une responsabilité
pour faute et qui est reconnu depuis bien longtemps, c'est un arrêt de section du Conseil d'État du 10 juillet 1964, Conseil d'État section 10 juillet 1964, ministre de la Construction contre Dufau, D-U-2-F-A-U-T, Conseil d'État section 10 juillet 1964, ministre de la Construction contre Dufau, D-U-2-F-A-U-T. L'article R601, deuxième règle spéciale de contentieux, l'article R601 du Code de l'urbanisme oblige à la notification à l'auteur et aux bénéficiaires de l'acte tout recours administratif ou contentieux, y compris en appel ou en cassation, contre certains documents d'urbanisme et certaines autorisations, et ceci à peine d'irrecevabilité du recours. Alors, cet article s'applique non seulement au permis et au plan, mais aussi au certificat d'urbanisme. Cela étant, dans un avis du 1er avril 2010, le Conseil d'État, avis Marcel Roch et Alexandre Irigoyen, Conseil d'État avis, 1er avril 2010, Marcel Roch, R-O-Q-U-S et Alexandre Irigoyen, H-I-R-I-G-O-Y-E-N, numéro 334 113, et bien dans cet avis, le Conseil d'État fait la différence entre, d'une part, les certificats positifs et positifs avec prescription. Les recours contre les certificats positifs et positifs avec prescription doivent être notifiés à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire, mais les recours contre les certificats négatifs n'ont pas à être notifiés. Alors attention, la différence, lorsqu'il s'agit de motiver le certificat, on motivera seulement les certificats positifs avec prescription et négatifs. Mais lorsqu'il s'agit de notifier à l'auteur du certificat ou à son bénéficiaire, on devra notifier uniquement les recours contre les certificats positifs et positifs avec prescription. A l'inverse, on ne notifiera pas les certificats négatifs. Il y a une difficulté à bien avoir en tête. C'est sur ces éléments que nous terminons notre droit sur les certificats d'urbanisme et que nous allons passer à notre chapitre 2 sur les permis et déclarations préalables.